Salut à tous, merci pour votre petite visite. Alors aujourd'hui, nous allons pas plonger dans l'un des débats les plus animés sur les marchés financiers, à savoir quelles sont les stratégies d'investissement les plus efficaces pour constituer son portefeuille. Alors est-ce que c'est l'approche technique qui est basée sur les graphiques et les tendances, ou l'approche fondamentale qui se penche davantage sur les forces économiques et financières sous-jacentes des entreprises? Alors si vous êtes nouveau, sachez que sur les marchés financiers, il y a une myriade d'approches. Chacune a ses partisans convaincus. Certains jurent par l'analyse technique, utilisant les graphiques et des indicateurs pour anticiper le mouvement des prix. D'autres préfèrent l'analyse fondamentale, et donc se plonger sur les chiffres et les données financières pour évaluer la santé réelle des entreprises. Alors, ceux qui ont un peu de recul dans le domaine de la finance, et j'ai la prétention de penser que j'en ai un petit peu, ont bien compris que les marchés financiers sont terriblement complexes et nous donnent beaucoup de fil à retordre. Et à ce propos, je vous invite vraiment à regarder quelques vidéos que j'ai produites sur ce sujet. Alors, vous en avez une qui s'intitule par exemple « Les marchés sont taillés pour perdre ». Alors celle-ci, elle était vraiment elle m'a demandé beaucoup de travail, elle était vraiment très importante pour moi, parce que c'est ce qui m'a fait arrêter le trading. Et il y en a une autre aussi qui parle de la méthode DCA, et qui la remet sérieusement en cause. Alors je vous invite vraiment à la regarder également. Et une autre, un petit peu plus récente, qui porte sur ce qui se passe lorsque vous décidez de faire du stock picking. Ok, alors j'ai regardé un peu les études académiques, donc et le débat n'est pas tranché par rapport aux différentes stratégies. Et dans cette série, j'ai choisi de vous offrir un peu de mon temps sur l'approche fondamentale. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que si une société présente des atouts fondamentaux solides, elle a tendance à mieux résister aux secousses du marché, et sa probabilité de la voir s'effondrer, disons, ça c'est un peu la pire des situations, hein, voilà, une compagnie qui tombe à zéro. Donc par rapport à une entreprise qui ne dispose pas de ces atouts-là, donc de bons fondamentaux, est proche de zéro. Et effectivement, on n'a jamais vu une boîte avec de bons fondamentaux mettre la clé sous la porte, hein. En général, quand vous gagnez de l'argent, ben, la boîte continue à prospérer. Au pire, effectivement, elle peut être fermée pour des contraintes administratives ou choses comme ça, mais en général, ce qui se passe, c'est qu'elle est rachetée si c'est une petite boîte, ou sinon elle continue à prospérer. Alors, au cours de cette série, nous explorerons les tenants et les aboutissants de l'analyse fondamentale. On cherchera à comprendre comment elle peut nous aider à prendre des décisions d'investissement éclairées dans un monde financier qui est souvent imprévisible. Alors, si vous vous demandez comment décoder justement les secrets financiers des entreprises, et si vous pensez que la force sous-jacente d'une entreprise est la clé pour les investissements réussis, ben restez avec moi. Et si à la fin de cette vidéo, bah, vous vous sentez bien mieux armé qu'avant, bah, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça motivera à continuer. Alors, on va commencer par proposer une définition de l'analyse fondamentale, autrement dit répondre à la question du comment, pourquoi et sur quelle durée. Donc l'analyse fondamentale, c'est une méthode d'évaluation des investissements qui se concentre sur l'examen en profondeur des données financières d'une entreprise. Alors cela inclut l'étude de ses états financiers, les ratios financiers, donc les perspectives de croissance, les bénéfices, la gestion, la gouvernance, etc. Alors rassurez-vous, toutes ces informations sont disponibles de manière très simple sur une multitude de sites. Et l'objectif de l'analyse fondamentale est de déterminer la valeur intrinsèque d'un actif financier, comme une action, une obligation ou une entreprise. Alors, les investisseurs fondamentaux cherchent à comprendre si un actif est sous-évalué, auquel cas vous avez un potentiel d'achat, ou surévalué par rapport à sa valeur réelle, auquel cas, si c'est un actif que vous avez en portefeuille, bah, c'est peut-être le moment de se poser la question si vous le conservez ou pas. Et l'horizon temporel, alors l'analyse fondamentale est souvent utilisée par les investisseurs au long cours, et les informations qu'elle fournit sont considérées comme pertinentes sur une période donc plus étendue. Alors là, j'avais prévu d'enchaîner directement sur les états financiers, mais je dois reconnaître que j'étais un petit peu gêné aux entournures. Alors je m'explique. C'est que même si les états financiers et les ratios que nous allons voir juste après, que nous allons extraire, sont des paramètres importants à prendre en compte pour connaître notamment la santé d'une entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que cette même entreprise est également soumise à de multiples forces externes, dont il faut avoir pris connaissance au moins une fois dans sa vie, car ce sont ces forces combinées qui vont fixer le cap de cette entreprise. Il n'y a pas que les états financiers. Donc idéalement, ce sont des forces qu'il faut évaluer et intégrer dans sa grille de sélection pour boucler correctement son analyse et sa prise de décision, si prise de décision il y a derrière, quoi. Alors bien évidemment, ce ne sont pas forcément des paramètres très faciles à trouver,
et surtout à évaluer, notamment par rapport à la concurrence. Ça demande un vrai travail de recherche, un vrai travail d'expert qui peut prendre beaucoup de temps. Et c'est probablement la raison pour laquelle la plupart des investisseurs préfèrent se tourner vers des ratios financiers, où là on a affaire à des scalaires qui sont beaucoup plus simples à comparer. Donc, alors parmi ces forces, alors il y a celles qu'on va traiter, il y a les états financiers. Alors état financier, on en a parlé, on va reparler juste après. Ça englobe les indicateurs clés et la santé financière de l'entreprise. Donc là-dedans, il y a des données qui sont extraites du bilan, des comptes de résultats, de flux de trésorerie, etc. Ensuite, en deux, une autre force, c'est les facteurs économiques et macroéconomiques. Donc ça, c'est des facteurs extrêmement importants. Donc là, ça inclut les conditions économiques globales qui peuvent influencer l'activité commerciale. Et là, il y en a pas mal. On peut en citer quelques-uns. Il y a le taux de croissance économique, il y a le taux d'inflation, les taux d'intérêt, il y a la politique monétaire, politique fiscale, etc. Ensuite, une autre force, c'est les avantages compétitifs et le moat. Alors ça se rapporte aux éléments qui confèrent à l'entreprise un avantage concurrentiel durable. Donc là-dedans, on a de la propriété intellectuelle, le coût de production bas, les réseaux de distribution étendus. Bon, la propriété intellectuelle, par exemple, vous avez des boîtes comme Apple qui en ont pas mal, AMD. Les réseaux de distribution étendus, vous avez par exemple des boîtes comme Coca-Cola, etc. Donc ça fait partie des avantages compétitifs. Ensuite, la gouvernance, très important. Alors ça implique la qualité de la gestion, la transparence et la responsabilité envers les actionnaires. Donc ça, c'est attaché à la structure du conseil d'administration, la politique de rémunération des dirigeants, le respect des normes éthiques, etc. Alors en 5, vous avez aussi l'industrie et l'analyse de marché. Donc ça comprend les caractéristiques de l'industrie dans laquelle une entreprise opère et l'analyse de la demande de marché. Ensuite, en 6, vous avez l'innovation et la technologie. Donc ça explore la capacité d'une entreprise à adopter des innovations et des technologies de pointe. Alors, un exemple, ce sont les investissements en R&D, les brevets déposés, l'utilisation de technologies émergentes, etc. Ensuite, vous avez la durabilité, alors quelque chose qui est très à la mode, et le RSE, donc pour responsabilité sociétale des entreprises. Donc là, il s'agit d'un concept lié à la manière dont les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et éthiques dans leur activité, leur interaction avec toutes les parties prenantes. Donc ça, c'est très à la mode en ce moment. Ensuite, on a les risques géopolitiques. Donc ça évalue les risques liés à l'instabilité politique et aux tensions géopolitiques. Alors là, on a beaucoup d'exemples avec la Russie, Israël, la Palestine, etc. Donc la stabilité politique des régions opérationnelles, c'est très important, parce que si vous implémentez une société dans un pays où vous avez un État qui n'est pas complètement stabilisé, vous avez une démocratie qui est plutôt bancale, etc., avec des lois qui changent sans arrêt, ce n'est pas forcément une bonne idée. En tous les cas, ce n'est pas forcément un point positif pour l'entreprise. Ensuite, des choses qui sont de plus en plus importantes, c'est le point 10, c'est la cybersécurité. Donc là, ça évalue les mesures de sécurité informatique pour protéger les données d'entreprise. Alors ça devient de plus en plus important, parce que maintenant, la plus forte valeur ajoutée des entreprises se situe au niveau des datas sauvegardées. Donc là, ça va prendre en compte les protocoles de sécurité, les historiques de cyberattaques, etc. Alors ensuite, en point 11, vous avez le facteur démographique. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'important. Alors il faut considérer les tendances démographiques qui peuvent influer sur le marché cible. Alors si vous avez un pays où vous avez une démographie qui est plutôt positive, avec des jeunes ça ira bien dans le sens de l'entreprise. Par contre, si vous avez une croissance démographique où vous avez un vieillissement de la population, là vous aurez davantage de difficultés pour faire évoluer votre entreprise. Ensuite, vous avez les tendances culturelles et sociales. Donc ça examine les changements dans les préférences des consommateurs et les tendances sociales. Donc ça concerne un peu toutes les évolutions culturelles et donc qui vont aussi driver une partie du marché. Ensuite, vous avez l'aspect réglementaire. Donc ça évalue les impacts potentiels des réglementations gouvernementales et industrielles. Alors, exemple, les conformités aux normes sectorielles, le respect des lois du travail, etc. Et en point 14, vous avez le partenariat et les alliances stratégiques. Donc ça englobe les collaborations et les partenariats qui peuvent renforcer la position d'une entreprise. Donc ça, par exemple, vous avez les accords de co-entreprise, l'alliance avec les partenaires clés. En 15, vous avez l'adaptabilité et la résilience. Donc ça évalue la capacité d'une entreprise à s'adapter aux changements et à surmonter des défis. Donc ça, c'est l'aptitude à répondre aux crises, la capacité à innover en période de changement. Et enfin, le dernier point, vous avez
les relations avec les parties prenantes. Donc ça considère la qualité des relations avec les clients, les fournisseurs, les employés et autres parties prenantes. Donc ça intègre effectivement la satisfaction du client, les partenariats avec les fournisseurs. Petite coquille, j'ai oublié en point neuf les ressources humaines. Alors bien évidemment les ressources humaines sont effectivement un facteur important. Ça se concentre sur la qualité du capital humain et la gestion des talents. Alors ça passe par le niveau de formation des employés, le taux de rotation du personnel, la culture de l'entreprise, l'ambiance, etc. Alors j'en ai fini avec ces facteurs. Donc ce qu'on a vu, c'est que ces familles de facteurs offrent une structure pour comprendre les différentes forces qui peuvent influer sur le positionnement d'une entreprise dans son environnement, qu'il soit concurrentiel ou économique. Donc si on veut vraiment faire une investigation complète d'une entreprise, il faut faire l'effort de poser des coefficients, des pondérations sur ces lignes de force et regarder si ça matche avec nos critères de sélection ou avec des critères de sélection si on choisit des stratégies tiers particulières. Voilà, c'était peut-être un petit peu long, voire fastidieux, mais difficile pour moi de ne pas vous présenter ces points-là car ils ont vraiment leur importance. Donc maintenant, on rentre dans le cœur du sujet de cette vidéo, les ratios financiers. Donc dans le cadre d'une entreprise, les ratios financiers peuvent être ventilés en 7 grandes catégories. Donc c'est pas forcément par l'ordre d'importance, hein. On a tout d'abord les ratios de flux de trésorerie. Donc ça mesure la capacité d'une entreprise à générer ou à gérer les flux de trésorerie. Alors c'est les flux de trésorerie d'exploitation par action, les ratios de couverture des intérêts, etc. On a également les ratios d'endettement qui indiquent le niveau d'endettement de l'entreprise par rapport à ses fonds propres et ses actifs. Donc là, il y a des ratios tels que les ratios d'endettement, les ratios d'autonomie financière, dont on parlera un peu plus tard. On a également les ratios d'activité. Donc ça mesure l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses actifs pour générer des ventes. Ça s'appuie sur les rotations de stock, les rotations de créances, etc. On a également les ratios de profitabilité. Donc ça mesure la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices par rapport à ses ventes, par rapport à ses actifs ou ses capitaux propres. Et là, on trouvera des indicateurs qui sont très prisés par les investisseurs, tels que le ROE, Return on Equity, bon, pas d'inquiétude, on en parlera un peu plus tard, ou ROA, Return on Asset, on a des notions de marge nette, etc. On a également les ratios de croissance. Alors les ratios de croissance, comme leur nom l'indique, ce sont des indicateurs financiers utilisés pour évaluer la progression d'une entreprise dans divers domaines. Alors, ces ratios fournissent des insights sur la performance et l'évolution de l'entreprise au fil du temps. Alors, on va trouver là-dedans les croissances des ventes, des bénéfices, des actifs, des marges nettes, des dividendes, etc. Ensuite, on a un autre ratio très important, c'est les ratios de valorisation. Donc ça aide à évaluer si une entreprise et donc une action est surévaluée ou sous-évaluée par rapport au marché. Et là, on trouvera le très célèbre indicateur PER, pour Price Earning Ratio. Là également, on en parlera. Donc c'est le ratio cours sur bénéfice. Et on a également des ratios tels que le cours sur les valeurs comptables, donc le Price to Book Ratio pour nos amis anglo-saxons. Et on a également des ratios de liquidité qui évaluent les capacités d'une entreprise à honorer ses obligations à court terme. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des principaux ratios, en tous les cas ceux qui sont généralement retenus, pour quantifier et classer ces 7 familles de critères. Alors, le premier ratio qu'on va traiter, c'est un ratio de valorisation, c'est le PER, qui est parfois aussi noté P divisé par E. Alors, c'est l'acronyme anglo-saxon de Price to Earning Ratio. Il est aussi parfois appelé multiple de prix ou multiple de bénéfices. Alors, c'est probablement le ratio le plus connu et le plus populaire auprès de n'importe quel investisseur ou analyste, qu'il soit débutant ou expérimenté. Et concrètement, le PER en français, c'est l'équivalent de cours sur bénéfice, c'est-à-dire que c'est un indicateur qui mesure le cours actuel d'une action par rapport à son bénéfice par action. On appelle également le BPA. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous dit combien l'investisseur est prêt à payer sous forme de multiples par rapport au bénéfice par action. Alors si je prends concrètement une action, une entreprise qui en termes de bénéfices rapporte $1 ou €1 par action, et que l'investisseur est prêt à acheter l'action de cette entreprise à $10 ou 10 €, eh bien il va acheter cette entreprise avec un PER de 10, c'est-à-dire qu'il a acheté une entreprise 10 fois ses bénéfices. Alors, le PER, à quoi il est utilisé? Il peut être utilisé pour comparer des sociétés entre elles. Il peut être utilisé aussi pour comparer une société par rapport à son propre historique de PER.
comparer la société par rapport à des marchés globaux, par rapport à des indices par exemple, comme le CAC 40, le S&P 500, etc. Et le PER peut être estimé sur une base rétrospective ou prévisionnelle. C'est-à-dire qu'on peut regarder l'historique du PER. Donc là, regarder dans quelle zone on se situe par rapport à toutes les variations de ce PER-là. Puis on peut faire du prévisionnel en fonction justement des prévisions des analystes ou des prévisions qui sont potentiellement consignées dans les rapports d'entreprise. Alors, un bon PER est souvent situé entre 10 et 16. Alors, un PER élevé, par exemple un PER qui est supérieur à 20, ça peut indiquer que l'entreprise est surévaluée et qu'il faut peut-être commencer à réfléchir si on ne va pas un peu alléger par rapport à cet investissement sur cette société. Alors, ça peut vouloir indiquer aussi que les investisseurs ont de très grandes attentes quant à la croissance future de cette entreprise. Mais dans les deux cas, c'est un peu dangereux, parce que dans le premier cas, vous êtes surévalué, et dans le second cas, si jamais il y a la moindre anicroche dans le futur, eh ben, vous allez avoir des corrections assez sévères. Donc, d'un autre côté, si vous avez un PER très bas, alors en dessous de 10 par exemple, ça peut suggérer que l'entreprise peut être sous-évaluée, donc là ça peut être une opportunité, ou bien que l'entreprise va se dégrader prochainement. Donc là c'est pareil, il faut aller voir les rapports financiers pour voir s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, s'il n'y a pas de signe noir à l'horizon. Et cela pourrait aussi signifier que l'entreprise est déjà excellente, mais que les gens ou le marché de manière générale, parce qu'il n'est pas toujours efficient le marché, ne le réalise peut-être pas encore complètement, et il pourrait y avoir donc un bon potentiel de croissance inexploité. Donc ça vaut peut-être le coup de se positionner cette action dans la watchlist, voire de commencer à se positionner. Alors, commencer à se positionner, mais évidemment, ça dépend bien entendu du secteur. Ces chiffres peuvent alors être ajustés, bon, on le verra juste après. Et le PER à lui tout seul n'est pas suffisant. Alors il y a des règles strictes pour interpréter le PER. En général, donc un PER bas peut être attrayant pour l'investisseur à la recherche de bonnes affaires, alors qu'on l'a compris, un PER plus élevé pour indiquer que l'entreprise est en pleine expansion, mais à un prix potentiellement trop élevé. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, encore une fois, c'est qu'on doit considérer, le PER doit être considéré à côté d'autres facteurs, car il ne peint qu'une partie du tableau financier. C'est un peu comme avoir une épice spécifique dans une recette, importante, mais vous avez besoin de connaître tous les ingrédients pour avoir une vue d'ensemble. Alors, par rapport à ces PER, justement, on trouvera des PER relativement élevés dans les entreprises de croissance rapide, telles que les industries technologiques, les industries de biotechnologie, les industries qui donnent dans l'innovation, etc. On a souvent des PER relativement élevés, parce qu'on a des attentes de croissance importantes. Ensuite, on a des PER beaucoup plus bas sur les industries dites stables et établies, comme les secteurs publics, l'alimentation et les boissons, qui sont généralement effectivement considérés comme stables. Donc là, vous avez des PER qui sont relativement faibles, d'autant plus qu'en général, vous pouvez avoir aussi des marges relativement faibles, donc ça va de pair. Et alors, vous avez les industries cycliques, les secteurs liés à l'économie, l'économie peut-être cyclique, telle que l'automobile, la construction. Il peut y avoir des fluctuations de PER en fonction de ces cycles économiques. C'est la même chose aussi pour les marchés financiers. Vous pouvez avoir des PER variables en fonction de la santé économique et des taux d'intérêt. La même chose au niveau de l'énergie. Les entreprises du secteur de l'énergie peuvent montrer une variabilité de PER en fonction du prix des matières premières et des conditions de marché. Et on a également les biens de consommation où en général on a là des PER relativement faibles. Voilà. Donc on en a fini pour le PER. J'ai un petit peu insisté dessus parce que c'est quand même un indicateur qui est énormément suivi par beaucoup d'investisseurs. Alors là je vous ai mis qu'un niveau défavorable, c'est un niveau qui était supérieur à 20. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'actuellement le S&P 500 doit être aux alentours de 26. Donc on pourrait supposer qu'effectivement le S&P 500 est quand même pas mal surévalué, du moins au niveau du PER. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le S&P 500 est très volatile. Il a dû descendre à 10 dans les années 80 et on l'a vu monter à 120 en 2008-2009, là, pendant la crise financière. Donc voilà. Mais bon, ça peut être un premier guide à mettre dans la grille de sélection. Alors, continuons avec un autre ratio de valorisation tout aussi important, le PBR.
Alors le PBR, c'est pour Price to Book Ratio. Alors on le trouve également sous forme de P sur B. Alors le Price to Book Ratio est l'un des actifs de valorisation des actions que les analystes jugent le plus utile pour repérer les sociétés sous-valorisées. Alors ce ratio financier permet de comparer la valeur comptable des actifs d'une entreprise avec son prix marché boursier. Alors, il permet d'évaluer correctement les entreprises qui possèdent beaucoup d'actifs tangibles, comme les usines, l'immobilier, etc. Par contre, ce ratio est beaucoup moins pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer des sociétés qui ont essentiellement des actifs intangibles, sous forme de brevets, de valeurs ajoutées intégrées dans de la R&D, etc. Et dans ce cas-là, ils sont beaucoup plus difficilement quantifiables. C'est toujours effectivement assez difficile de déterminer la valeur d'un brevet. Donc faisons le point maintenant sur cet instrument comptable. Alors ce ratio s'obtient en divisant la capitalisation boursière d'une société par sa valeur nette comptable. Et la valeur d'actifs net représente la différence entre la valeur comptable des actifs et les dettes. Donc le cours sur l'actif net, donc l'abréviation c'est ANC, se calcule en faisant le cours de l'action multiplié par le nombre de titres divisé par l'actif net. Alors, on va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Donc, si vous avez une société, par exemple, qui a 200 millions à son actif et qui a 100 millions de dettes, eh bien, sa valeur d'actif net comptable est de 200 moins 100, donc c'est-à-dire 100 millions, d'euros ou de dollars, comme on veut. Considérons maintenant que cette entreprise ait 10 millions d'actions en circulation, avec une cote à 20 euros. Eh bien, si on calcule son price to book ratio, ça va être 10 fois 20 divisé par 100, donc on va avoir un rapport de 2. Alors, et là, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, si le ratio de ces capitalisations sur l'actif net comptable est inférieur à 1, de manière générale, les analystes financiers considèrent que la société est sous-évaluée. Cela revient à dire que la valeur boursière est moindre que sa valeur comptable, c'est-à-dire sa valeur à la casse. Et le PBR est généralement passé au peigne fin par les investisseurs qui pratiquent de la gestion value. Alors, juste pour expliquer un peu ce que c'est que la gestion value, il existe 3 types d'approches permettant de sélectionner des actions dans son portefeuille. Alors, on a la gestion dite de stock picking, donc elle revient à piocher dans le marché des valeurs dotées d'un potentiel sans a priori sectoriel. Donc le gérant choisit des titres susceptibles de créer de la performance et à partir de sa grille, bien sûr à partir d'une grille d'analyse. Et donc ça, dans ce contexte-là, il a une grande liberté d'intervention. Alors à ce propos, j'ai fait une vidéo sur le stock picking, je vous invite vraiment à la visualiser pour voir un peu ce qui peut vous attendre quand vous adoptez ce type de stratégie. Ensuite, vous avez la gestion croissance, growth en anglais. Donc elle consiste à acheter les titres d'une société correctement valorisée, voire surévaluée, en partant du principe que la croissance produira assez de bénéfices pour justifier un futur renchérissement des cours. Et enfin, la gestion value. Alors celle-ci, elle est sélective, elle vise à repérer les valeurs décotées qui offrent un potentiel de rebond à moyen ou long terme. En mettant ces titres en portefeuille, eh bien, l'investisseur ou le gérant fait le pari que la valeur boursière finira par refléter la valeur réelle de l'entreprise. Alors, le price to book ratio s'inscrit complètement dans cette logique-là, dans la méthode value. C'est-à-dire qu'on est à l'affût de titres boudés par le marché et qui se traitent à des prix cassés. Donc ça permet à l'investisseur de vérifier si l'entreprise fournit, alors une fois que vous avez fait ce calcul, si cette entreprise fournit, et ce, quelles que soient ses perspectives de croissance, une marge de sécurité. Alors ça, c'est marge de sécurité qui est très chère au célèbre investisseur Benjamin Graham et son disciple Warren Buffett. Donc si ce price to book ratio offre une marge de sécurité confortable. Alors, bien évidemment, je l'ai expliqué tout à l'heure, les entreprises R&D de recherche et développement, etc., pour ces entreprises-là, le price to book ratio n'est pas véritablement pertinent. Voilà, il faut faire une étude beaucoup plus poussée. Mais si on reste dans le cadre d'entreprises qui sont basées sur des actifs tangibles, alors si on a un price to book ratio qui est inférieur à 1, eh bien, ça veut dire que l'entreprise peut être considérée comme attractive. Cela signifie que le marché valorise l'entreprise à un niveau inférieur à sa valeur comptable nette. Donc ça peut indiquer que l'action est sous-évaluée donc, par rapport à ses actifs. Et donc là, ça vaut peut-être le coup de se positionner. Alors après, il faut regarder un peu les états financiers, bien entendu. Ensuite, quand vous avez un price to book ratio qui est compris entre 1 et 3, alors c'est généralement considéré comme raisonnable, ça indique que la valorisation est en ligne avec la valeur comptable de l'entreprise. Bon, là également, il faut vérifier la pertinence de cette fourchette par rapport au secteur considéré.
Alors, ça peut pas mal bouger d'une industrie à l'autre. Et enfin, lorsque vous avez un price-to-book ratio qui est supérieur à 3, donc là, ça peut être considéré, que l'entreprise peut être considérée comme entre guillemets chère. Et ça peut effectivement indiquer que le marché valorise l'entreprise à un niveau significativement plus élevé que sa valeur comptable nette. Et ça peut être éventuellement le cas, par exemple, pour les entreprises de croissance ou des entreprises qui ont des actifs incorporels importants. Donc voilà pour le price-to-book ratio. Ok, donc là on entre dans une autre famille de ratios, les ratios de profitabilité ou de rentabilité. Donc un indicateur financier qui est beaucoup suivi, c'est le VE sur EBITDA. Alors VE c'est pour valeur d'entreprise, EBITDA c'est l'acronyme de Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Alors, désolé pour mon anglais. Donc c'est les bénéfices avant intérêt, taxes, dépréciation et amortissement. Alors il est souvent utilisé comme un indicateur justement de rentabilité d'entreprise en prenant en compte non seulement les bénéfices, mais aussi certains éléments de coûts et de dépenses. Alors il en existe un autre, c'est le VE sur EBIT, mais on préfère le VE sur EBITDA car la notion de dotation et d'amortissement diffère tellement d'un pays à l'autre qu'il vaut mieux raisonner avant dotation aux amortissements pour pouvoir comparer les entreprises. Et c'est ce que fait justement le VE sur EBITDA. Alors, concrètement, un EBITDA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un EBITDA qui est supérieur à 0, ça signifie que vous avez un cycle d'exploitation d'entreprise qui dégage une rentabilité. Ça veut dire que vous avez son processus de création de valeur qui est rentable. Et à l'inverse, un EBITDA qui est inférieur à 0, c'est un mauvais signe et ça montre un cycle d'exploitation non optimal. Alors attention, il faut noter que les EBITDA, tout comme l'EBE en France, l'EBE c'est l'excédent brut d'exploitation, ne montre pas la rentabilité globale du modèle économique, mais uniquement celle du processus opérationnel de l'entreprise, c'est-à-dire la chaîne de production, des ventes, etc., appelée cash flow par ailleurs. Alors, il est particulièrement courant dans les analyses financières et la valorisation d'entreprise, et les valeurs typiques, les valeurs courantes, disons, peuvent varier entre 8 et 10, mais encore une fois, ça dépend du secteur et de pas mal d'autres facteurs. Donc un niveau attractif, ce sera un niveau inférieur à 6, et un niveau qui serait plutôt défavorable, en moyenne, c'est une valeur qui est supérieure à 15. Ok, donc là on continue avec les ratios de profitabilité. Donc là, je vous ai fait un petit package de 3 indicateurs, le ROI, le ROE et le ROA. Alors je les ai mis ensemble parce que en général sur les sites de référence, vous les retrouvez regroupés. C'est par exemple le cas sur Finviz, donc c'est un site sur lequel je vais assez régulièrement pour faire mon marché. Alors là, je vous ai également mis un tableau avec des valeurs moyennes, des niveaux favorables, des niveaux attractifs, des niveaux défavorables, etc. Ce n'est pas des valeurs absolues, c'est bien évidemment fonction de pas mal de paramètres, et notamment du secteur. Donc voilà, ça c'est juste pour avoir des repères un peu visuels par rapport au niveau moyen qu'on peut rencontrer, tout secteur confondu. Alors, on va commencer par la définition du ROE. Alors, ROE, c'est l'acronyme anglo-saxon. L'acronyme anglo-saxon, c'est Return on Equity. Donc ça évalue la rentabilité de l'entreprise par rapport aux fonds propres des actionnaires. Donc si les actionnaires, par exemple, injectent 1000 euros dans la société et que la société rapporte 100, eh bien vous avez un ROE de 10%. Ensuite, vous avez le ROI. Alors c'est le Return on Investment. Donc ça évalue la rentabilité par rapport à l'investissement. Donc il s'agit d'un ratio qui compare le gain ou la perte d'un investissement par rapport à son coût. Il évalue le rendement potentiel donc, de cet investissement au regard de l'argent engagé de l'argent engagé, de l'argent gagné ou perdu. Donc ensuite on a le ROA, c'est le Return on Asset. Donc ça mesure la rentabilité d'une entreprise en comparant son bénéfice net à la valeur totale de ses actifs, des actifs de cette entreprise. Alors, par exemple, si vous pensez avoir atteint le stade où vous avez récupéré vos investissements initiaux et obtenu un ROA positif, sachez que, donc si on reprend les données de mon tableau, s'il est supérieur à 5%, c'est le signe que vous réalisez les bénéfices attendus et que vous répondez aux normes de rentabilité des entreprises. Donc là, c'est plutôt positif. À l'inverse, si vous avez un ROA qui est entre 5%, qui est inférieur à 5%, mais est supérieur à 3%, ça signifie que vous avez un investissement qui n'est pas complètement rentabilisé. Et bien évidemment, si vous êtes inférieur à 3%, et à plus forte raison si vous êtes négatif, ça veut dire que vous allez potentiellement avoir des difficultés.
Alors pour améliorer la rentabilité, l'entreprise, même si ça sort un peu du cadre, mais bon, l'entreprise peut agir sur 3 leviers. Le marketing, donc pour promouvoir ses produits, ça peut être aussi augmenter la marge, ce qui permet d'obtenir plus de revenus que de dépenses, ou inversement, de diminuer les dépenses mensuelles jusqu'à ce qu'elles soient inférieures aux ventes. Vous pouvez aussi augmenter le chiffre d'affaires, donc ça viendra éventuellement avec le marketing. L'objectif est d'augmenter les ventes par rapport à l'actif net d'exploitation ou de diminuer l'actif net d'un montant supérieur à la diminution des ventes. Donc en résumé, le ROI, ça mesure le rendement d'un investissement, le ROE, ça évalue la rentabilité des capitaux propres, et le ROA, ça évalue la rentabilité des actifs totaux d'une entreprise. Alors, ces ratios fournissent des perspectives différentes sur la performance financière et sont utilisés dans des contextes spécifiques selon les besoins d'analyse, un petit peu comme ce que je disais un petit peu plus tôt. Il faut quand même noter que, pour être bien clair, la différence par exemple entre le ROE et le ROA, donc le ROA, ça évalue la rentabilité des actifs, on en a parlé, ça se base non pas sur les bénéfices nets, mais sur les marges nettes, c'est-à-dire qu'il ça prend en compte les charges. Et de ce fait, ce ratio ne peut pas être gonflé par l'effet de levier. Donc, en absence de dette, le ROE est égal au ROA. Par contre, en présence de dette, il vaut mieux utiliser le ROA pour évaluer la véritable performance de l'entreprise. Alors pour terminer, j'ai pris quelques exemples sur Finvi, justement, juste pour vous indiquer un peu les écarts qu'on peut avoir. Si vous prenez par exemple une société comme Apple, si je regarde son ROA, c'est de 27,5%, donc ce qui est excellent. Vous avez un ROE fantastique de 171%, un ROI de 57%. Donc là, on voit quand même que de ce point de vue-là, tous les indicateurs sont ouverts. Ensuite, si vous prenez par exemple une société bien établie, mais qui commence à dater, etc., comme Ford, donc je rappelle qu'Apple, c'est quand même de la haute technologie. Ford, bon, voilà, c'est la voiture, c'est des choses qui existent depuis quelques centaines d'années. Et on a un ROA de 2,39%. Bon, on voit qu'on est rentable, mais c'est tout juste. On a un ROE de 14%. Bon, là, ça pourrait éventuellement aller. Et on a un ROI de 4,41%. Donc regardez le cours de Ford par rapport au cours d'Apple, vous allez voir la différence, vous allez voir l'importance de ce genre d'indicateur. Ensuite, j'ai pris Intel, qui actuellement a quelques difficultés, donc j'ai regardé un peu, pareil, les mêmes indicateurs. Donc Intel a un ROA de moins 0,90, ROE de moins 1,63 et ROI de moins 1,11%. Voilà. Donc là, on voit que clairement, la société est en difficulté. Grosso modo, elle perd de l'argent. Là, je vous invite également à regarder le cours d'Intel, le cours de Ford par rapport au cours de Apple, et vous allez voir clairement la différence et la portée de ce type d'indicateur. Alors, on va terminer cette série sur les ratios de profitabilité avec deux métriques qui vont ensemble, on va le voir juste après. Il s'agit du couple dividende et payout ratio, ou ratio de distribution. Alors, le dividende représente la part des bénéfices d'une entreprise qui est distribuée aux actionnaires sous forme de paiement régulier. Il est souvent exprimé en termes de montant par action. Et alors, il intéresse beaucoup les retraités, car en plus d'être exposé à la progression globalement positive de ces actifs, je dis globalement positif parce que la bourse, le long terme, est ascendante, elle ajoute un complément de revenu ou tout simplement un revenu. Alors, le payout ratio, ou alors ratio de distribution, quant à lui, il mesure la proportion des bénéfices totaux d'une entreprise qui est distribuée sous forme de dividende. Elle s'exprime généralement en pourcentage et se calcule en divisant le montant du dividende par le bénéfice net de l'entreprise. Alors, la formule du payout, très simple, hein, c'est pour ça que je ne voulais pas exposer ici, mais bon, elle se comprend d'elle-même. C'est le payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Alors, un payout ratio élevé, alors ça indique que l'entreprise distribue une grande partie de ses bénéfices sous forme de dividendes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que ça laisse moins de fonds pour la croissance future de l'entreprise, pour réaliser d'autres investissements. Et à l'inverse, un payout bas suggère que l'entreprise investit davantage dans ses bénéfices, pour ses opérations internes et pour sa croissance. Donc ça présuppose que la société a également des perspectives de gains positifs dans le futur. Alors il est important de noter que le niveau approprié du payout peut varier selon les secteurs, alors c'est toujours la même chose, hein, et de la stratégie d'entreprise. Alors certaines entreprises, notamment celles qui ont une croissance rapide, peuvent préférer réinvestir la majorité de leurs bénéfices pour stimuler leur expansion, plutôt que distribuer un dividende.
Alors là, je vous ai mis un tableau qui récapitule un peu les différents bornages pour ces deux types de métriques. Alors, concernant les dividendes, alors, le niveau moyen est entre 2 et 3%, sachant que le S&P 500 doit distribuer aux alentours de 2,5%. Alors pour ceux qui s'attendent à percevoir des revenus et donc pour lesquels les dividendes sont importants, ils considèrent que le niveau est défavorable lorsque le dividende est inférieur à 2%, et on est à un niveau attractif lorsqu'on est supérieur à 6%. Et tout ça, bien évidemment, c'est lié au ratio de distribution. Il ne faut pas avoir un ratio de distribution défavorable, c'est-à-dire avoir un ratio de distribution qui soit supérieur à 60%. Alors le niveau moyen est entre 30 et 40%. Et on a un niveau attractif lorsqu'on est inférieur à 30%. Donc dans cette situation, ça veut dire que l'entreprise verse un tiers de ses bénéfices pour les actionnaires et deux tiers pour assurer sa croissance. Donc là, on passe à un tout autre type de ratio, c'est le ratio de liquidité, tout aussi important. Donc il est largement représenté par le ratio courant, ou current ratio. C'est donc le ratio de liquidité courante. Et c'est un ratio financier qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs à court terme. Alors on appelle ça également les actifs circulants et passifs circulants. Alors il est également appelé Working Capital Ratio pour ratio de fonds de roulement. Et le calcul de ce ratio courant se fait en divisant les actifs circulants de l'entreprise par ses passifs circulants. Donc c'est toujours ses passifs à court terme. Alors, les éléments utilisés dans la formule sont généralement extraits du bilan de l'entreprise. Donc là, juste quelques petites explications des termes utilisés dans la formule. Alors, les actifs à court terme, alors je vous mets les deux termes pour que vous puissiez vraiment les confondre. Donc, circulant et court terme, c'est la même chose. Donc, ce sont les actifs de l'entreprise qui sont prévus pour être convertis en liquidité ou utilisés dans un délai inférieur à une année. Et ils comprennent souvent des éléments tels que la trésorerie, les comptes débiteurs, c'est-à-dire les créances de clients, les stocks et d'autres actifs qui sont facilement convertibles en argent. Et les passifs à court terme, donc circulants, ce sont les dettes et obligations de l'entreprise qui doivent être remboursées dans un délai d'un an. Là également, et ils comprennent généralement des éléments tels que les comptes créditeurs, c'est-à-dire les dettes fournisseurs, les charges à payer, les dettes à court terme, etc. Alors, le ratio courant donne une indication de la capacité de l'entreprise à honorer ses obligations financières à court terme. Alors, si vous avez un current ratio supérieur à 1, ça indique que l'entreprise a plus d'actifs à court terme que de passifs à court terme, bon, ce qui est plutôt positif. Par contre, ce qui est considéré comme favorable et donc attractif, c'est lorsque vous avez un current ratio qui est supérieur à 2. Par contre, à l'inverse, si vous avez un current ratio qui est inférieur à 1, ça peut indiquer des difficultés potentielles à rembourser des obligations à court terme. Alors, il est cependant important de noter que le ratio courant doit être interprété en tenant compte du secteur d'activité, donc c'est toujours la même chose, des cycles d'exploitation et d'autres facteurs spécifiques à l'entreprise. Donc là, de ce point de vue-là, une analyse plus approfondie des composantes de ce current ratio est souvent nécessaire pour faire une évaluation plus complète de la santé financière. Alors dans cette slide, je vous propose un petit récapitulatif des indicateurs dont on vient de parler, avec les niveaux considérés comme défavorables ou attractifs. Alors ça c'est très bien, par contre ce qui est encore mieux c'est d'être capable de les utiliser pour faire justement une sélection d'actions. Donc là ce que je vous propose c'est de faire un petit exercice pratique. Voilà, alors on va faire un exercice pratique en utilisant un screener. Alors effectivement on pourrait utiliser ce Yahoo mais je suis pas très à l'aise avec celui-ci, je connais davantage Finviz et c'est celui qu'on va utiliser. Hop, voilà. Voilà, donc là, une fois que vous êtes dans Finviz, vous cliquez sur Screener. Et là, vous avez les descriptifs fondamentaux, le technique. Nous, on va prendre tous. Voilà. Alors, on va commencer par le Price to Book Ratio, parce que je le vois, il est en tête de pont, là. Donc là, on a dit qu'il fallait qu'il soit inférieur à 1, c'est-à-dire que vous payez une entreprise moins cher que son coût à la casse. Ensuite, les dividendes, on a dit que je fais dans l'ordre d'apparition dans le tableau. On a considéré qu'il fallait qu'il soit supérieur à 6%. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la sélection s'affine au fur et à mesure que je pose mes critères. Ensuite, le PER, on a dit qu'il devait être inférieur à 10. Voilà, on continue à affiner. Ensuite, dans l'ordre d'apparition, je vois le Return on, le ROA, ici. Donc on a dit qu'il devait être supérieur
à 8%, je crois, quelque chose comme ça. Moi, je ne l'ai pas, bon, on va mettre supérieur à 5%, voilà, parce que je vois que la fourchette se réduit. Ensuite, on a le payout ratio, on a dit qu'il devait être inférieur à 30%, donc le payout ratio, il est là, inférieur à 30%, c'est parti. Ensuite, le return on equity, ici, il devait être supérieur à 20%, donc on y va. Voilà, donc là, il n'en reste plus que 3, alors j'espère qu'il va nous en rester à la fin. On a parlé également du return on investment qui devait être supérieur à 15%, return on investment supérieur à 15%, voilà, bon, c'est bon, les 3 sont restés. Ok, alors il y a d'autres indicateurs, mais je pense que vous avez compris le principe, on va rester là-dessus, parce que j'ai peur qu'après on n'ait plus du tout d'action. Donc à partir de là, on peut justement aller rapidement regarder si ça colle par rapport à nos critères. Là, effectivement, regardez, le PE, il est bien inférieur à 10. Ensuite, le price to book, il est bien inférieur à 1, donc vous payez l'entreprise moins cher que ce qu'elle vaut, etc. Donc après, vous avez d'autres paramètres que vous pouvez regarder un petit peu plus finement. Le earning par share cette année et l'année suivante. Donc là, on voit que celle-ci a eu quelques difficultés l'année courante. Par contre, c'est le prévisionnel est positif l'année d'après. Et puis là, c'est un peu l'inverse. Donc après, il faut regarder un peu peut-être la partie financière. Donc là, on voit qu'en termes de ROA, ROE, dividendes, ben, on est largement bon. On est largement dans les critères spécifiés dans le tableau récapitulatif. On a des belles marges qui vont de 17 à 60%. Voilà, donc ça c'est plutôt positif. Alors après, ce qui peut être sympathique aussi, c'est d'aller voir les graphes. Voilà, donc là vous en avez une qui est en train de, voilà, qui est plutôt en chute et qui a l'air de reprendre sur la fin. Ici vous en avez une qui range, celle-ci range aussi. Donc là on peut peut-être aller regarder plus finement ce qui se passe sur chacune d'entre elles. Voilà, après vous intégrez d'autres paramètres. Alors ça peut être intéressant de regarder par exemple les recommandations des analystes. Et puis après, bon, vous ajoutez les indicateurs qui vous semblent pertinents. Et puis vous faites votre sélection et vous commencez à garnir votre watchlist. Voilà, donc moi j'en ai fini avec cette présentation. Et ce que je voulais juste préciser, c'est que... Alors moi j'ai une certification AMF qui me donne la possibilité d'exercer en tant que conseiller financier, mais je n'ai pas passé pour ça, mais plus pour mes propres besoins, et également pour avoir une petite légitimité pour proposer ce type de contenu qui est juste à titre informatif. Mon but ici, c'est pas de donner des conseils financiers personnalisés. Au contraire, ce que je vous encourage, c'est fortement à entreprendre vos propres recherches, parce que je considère que l'éducation financière est une démarche continue, et je suis là vraiment pour... Enfin, je suis là pour partager des informations générales que je trouve pertinentes. Voilà, alors j'espère que ce contenu vous apportera un peu plus de lumière dans vos quêtes de connaissances. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions dans les commentaires. Alors les petits pouces en l'air sont toujours les bienvenus et font plaisir. En plus du plaisir que j'ai à partager ce type de contenu. Et merci de m'avoir accompagné et d'avoir tenu jusqu'ici. Et je vous souhaite à tous beaucoup de succès dans vos explorations financières futures. Et prenez soin de vous et à bientôt.